Et si je vous disais que là, tout de suite, dans votre jardin, le long de votre clôture, peut-être même dans ce coin envahi par les mauvaises herbes que vous aviez l'intention de désherber, il y a des plantes qui pourraient vous nourrir chaque année sans que vous ayez jamais à acheter un autre sachet de graines? Pas des plantes annuelles à cycle unique, pas des cultures qu'il faut replanter chaque printemps. Je parle des plantes qui repoussent d'elles-mêmes, des plantes qui se multiplient, des plantes que nos arrière-grands-parents cultivaient parce qu'ils avaient compris quelque chose que nous avons complètement oublié. Le système alimentaire le plus productif au monde n'a pas besoin d'être redémarré chaque année. La plupart des gens l'ignorent. Mais pendant que nous achetons tous des graines chaque année en février et que nous préparons nos parterres en avril, il existe des plantes qui nourrissent des civilisations entières depuis des milliers d'années. Et elles le font sans que personne ne le leur demande. Ils ne font que croître, se propager et se reproduire année après année. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de penser à la culture de vos propres aliments. Restez dans les parages, car le numéro 16 de cette liste se promène littéralement dans votre jardin et se multiplie. Plus besoin de replanter, jamais. Et la plante numéro 20 produit plus de lycopène que les tomates, fixe son propre azote, et peut vous offrir des kilos de baies avec presque aucun apport, et elle pousse probablement à l'état sauvage quelque part près de chez vous en ce moment même. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous aideront à devenir véritablement autonome en matière d'alimentation, à économiser de l'argent et à cultiver davantage avec moins d'efforts. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes oubliées qui produisent une quantité incroyable de nourriture, classée de l'impressionnant à l'absolument incroyable. Numéro 1. Stridolo, Silène vulgaris, le secret italien. Commençons par une plante dont la plupart des jardiniers américains n'ont jamais entendu parler, mais que les nonnades italiennes cueillent sur les flancs des collines depuis des siècles. Le stridolo, également appelé silène vésiculeux, est une plante verte vivace qui était un aliment de base de la cuisine rurale italienne bien avant que l'on pense aux épiceries. On le trouve dans les risottos, les omelettes, les pâtes, ou simplement sauté à l'huile d'olive avec de l'ail. Son goût rappelle un mélange de petits pois et d'épinards, avec une saveur délicate que la plupart des légumes verts ne peuvent égaler. Voici ce qui la rend remarquable pour la production alimentaire. Elle apparaît très tôt au printemps, des semaines avant que la plupart des autres légumes verts ne soient prêts, et elle repousse rapidement après la coupe. Taillez-le, et en quelques jours, de jeunes pousses tendres réapparaissent. Dans les climats doux, cela ne s'arrête pratiquement jamais. Cette plante est rustique, tolérante à la sécheresse et s'étend doucement au fil du temps pour former une touffe permanente. Le stridolo est tombé dans l'oubli dans le monde anglophone tout simplement parce que la cuisine paysanne italienne n'était pas considérée comme digne d'être conservée. Mais pour tous ceux qui souhaitent des légumes verts en début de saison qui repoussent sans effort, c'est l'une des plantes vivaces les plus gratifiantes que vous puissiez planter. Considérez cela comme le secret du chef, tombé dans l'oubli au fil de l'histoire agricole et qui attend patiemment que vous vous en souveniez. Numéro 2. La jupe, Sium Caesarum, le vêtement de base médiéval que plus personne ne cultive. Le chénopode blanc était l'un des légumes racines les plus appréciés de l'Europe médiévale. Les rois en mangeaient, les paysans le cultivaient, les herboristes le vantaient, puis, vers le XVIIIe siècle, il a discrètement disparu de nos tables, et personne ne semble savoir exactement pourquoi. Le Sium Caesarum produit des grappes de racines blanches, fines et sucrées, ressemblant à un croisement entre une carotte et un panais, mais nettement plus sucré et avec un goût de noisette. Chaque plante produit chaque année un généreux faisceau de racines. Et voici le point essentiel. C'est une plante vivace. On récolte les racines extérieures et on laisse le collet central en terre. Il repousse l'année suivante, plus grand et plus productif qu'auparavant. Son goût est vraiment délicieux,
naturellement assez sucré pour qu'il n'ait besoin d'aucun ajout. Rôtissez-le, cuisez-le à la vapeur, faites-en une soupe. Les cuisiniers du Moyen Âge savaient ce qu'ils faisaient. Le chrysanthème est tombé dans l'oubli en grande partie à cause de l'arrivée de la pomme de terre qui a anéanti toute une génération de légumes racines traditionnels. La pomme de terre était moins chère à cultiver, plus facile à produire en grande quantité, et l'industrie alimentaire s'est standardisée autour d'elle. Mais les pommes de terre sont des plantes annuelles. Il faut les replanter chaque année. Skirette revient chaque année tout seul et continue de produire depuis des décennies. Pour tous ceux qui mettent en place un système alimentaire pérenne, le chervis est le légume racine oublié de l'histoire et dont votre jardin a désespérément besoin. Numéro 3. La goyave du Chili, Ugni mollinae, petite baie, saveur extraordinaire. Si vous n'avez jamais goûté à la goyave du Chili, vous passez à côté de l'une des baies les plus savoureuses au monde. La reine Victoria les appréciait tellement, paraît-il, qu'elle se les faisait régulièrement livrer. Cela devrait vous faire réfléchir. L'Ugni mollinae est un petit arbuste à feuilles persistantes qui produit des grappes de minuscules baies rouges foncées à la saveur d'une complexité presque incroyable. Fraises, roses, vanille, fruits de la passion, tout à la fois. Mais ce qui la rend exceptionnelle du point de vue de la production alimentaire, c'est qu'elle est toujours verte, résistante au froid jusqu'à environ 15 degrés C et qu'elle produit des fruits de manière fiable chaque année avec un minimum d'entretien. Ce n'est pas une plante capricieuse. Elle pousse dans des sols pauvres, supporte la sécheresse une fois établie et ses baies mûrissent sur une longue saison, ce qui vous offre une récolte continue plutôt qu'une seule période de récolte intense. Consommez-les fraîchement cueillis, faites-en de la confiture, laissez-les fermenter, ajoutez-les au dessert. La goyave chilienne est tombée dans l'oubli en dehors de l'Amérique du Sud, tout simplement parce qu'elle n'a jamais été commercialisée à grande échelle. Les baies sont trop petites, trop délicates et trop savoureuses pour supporter la récolte et le transport industriel, ce qui explique pourquoi l'industrie alimentaire commerciale n'en avait aucune utilité. Mais pour le cultivateur amateur, cela n'a aucune importance. Vous cueillez des baies sur votre propre arbuste, vous ne les expédiez pas à l'autre bout du continent. C'est la plante que l'agriculture commerciale a rejetée parce qu'elle était trop performante. Numéro 4. Le brocoli 9 étoiles, le brocoli qui ne s'arrête jamais. Tout le monde aime les brocolis. Personne n'aime devoir le replanter chaque année. Voici la solution. Le brocoli à 9 étoiles est une variété vivace que l'on ne trouve pas dans la plupart des catalogues de semences et que la plupart des jardiniers n'ont jamais vue. Au lieu de produire une grosse tête centrale et de monter en graines comme le brocoli annuel, il produit plusieurs petites têtes, parfois 8 ou 9 par plant, sur une saison prolongée, puis il revient l'année suivante et recommence. Si on la cultive correctement, en récoltant les têtes avant la floraison, en la nourrissant et en l'arrosant régulièrement, une seule plante peut produire des pousses ressemblant à du brocoli pendant 5 à 10 ans. Ce n'est pas une faute de frappe. Une seule plante, une décennie de récolte. Son goût est excellent, semblable à celui des brocolis germés ou des broccolini, et la plante est étonnamment résistante au froid, survivant aux hivers de la plupart des climats tempérés. Elle se développe mieux par temps frais, et il est conseillé de lui aménager un emplacement permanent où elle ne sera pas dérangée. Le brocoli Nine Star a disparu tout simplement parce que l'industrie semencière s'est standardisée autour de variétés hybrides F1 annuelles qu'il faut acheter chaque année. Les variétés vivaces ne génèrent pas de ventes répétées de semences, mais pour le jardinier amateur qui souhaite une récolte permanente sans replantation permanente, c'est le brocoli que l'industrie ne veut pas que vous connaissiez. Considérez cela comme le seul investissement dans votre potager qui vous rapportera des dividendes pendant des années. Numéro 5. L'artichaut chinois, Stachys affinis
Seeds/Krosn, la plante à propagation souterraine. L'artichaut chinois, également appelé Krosn, ressemble à une minuscule larve blanche segmentée lorsqu'on l'arrache du sol. Et avant que cela ne vous rebute, sachez que sa saveur est croquante avec un goût de noisette, délicate et vraiment délicieuse. Les Français en raffolaient au XIXe siècle, et à juste titre. Stachys affini produit de petits tubercules souterrains. Et voici le plus remarquable. Elle se propage. Chaque année, la plante étend son réseau souterrain, produisant de plus en plus de tubercules sur une zone toujours plus vaste. Vous récoltez en automne, vous en laissez une partie en terre, et l'automne suivant, vous obtenez une récolte plus abondante sur une parcelle plus grande, sans aucun effort entre-temps. Rôtissez-les entiers, mettez-les en conserve, faites-les sauter légèrement. Elles possèdent le croquant satisfaisant des châtaignes d'eau et une saveur douce et agréable qui absorbe à merveille les assaisonnements environnants. L'artichaut chinois a été oublié en Occident car il ne se conserve pas bien après la récolte. Elles se ratatinent en quelques jours, ce qui les rend commercialement inutilisables. Mais dans votre propre jardin, cela n'a pas d'importance. Vous les déterrez et les mangez le jour même. C'est ainsi que la nourriture a toujours été censée fonctionner. Il s'agit de l'usine alimentaire souterraine, qui s'agrandit d'elle-même chaque année. Numéro 6. La fusée turque, Bunyas orientalis, l'herbe qui vous nourrit. La fusée turque sonne comme un outil sorti d'un manuel de survie, et d'une certaine manière, c'en est un. Le Bunyas orientalis est une plante vivace, extraordinairement résistante, qui produit chaque printemps des pousses florales ressemblant à du brocoli, revient sans faute année après année, tolère les sols pauvres, survit au grand froid et ne demande pratiquement rien en retour. Les jeunes pousses ont un goût qui rappelle celui des brocolis raves poivrés. Cuisez-les à la vapeur, faites-les sauter, mangez-les crus en salade. Au fil de la saison, la plante mûrit, et sa saveur devient plus prononcée et plus piquante. Mais les jeunes pousses printanières sont vraiment excellentes à manger. La plante pousse vigoureusement. Certains diraient avec trop d'énergie, ce qui est précisément ce que vous recherchez si votre objectif est une production alimentaire maximale avec un minimum d'intrants. Une fois établie, la fusée turque s'auto-entretient en grande partie. Durant les semaines creuses du printemps, lorsque le jardin n'a presque rien à offrir, il produit déjà. La roquette turque a été négligée car elle ne s'est jamais vraiment intégrée au marché des légumes commerciaux. C'est trop grossier, trop vigoureux, trop difficile à standardiser. Mais pour le jardinier amateur qui souhaite une plante efficace, productive et fiable, qui revient chaque année et ne demande presque rien, cette plante est un véritable cadeau. C'est le légume qui n'a pas besoin de vous. De toute façon, ça vous nourrit discrètement. Numéro 7. Bon roi Henri, Blitum bonus henricus, épinard vivace pour la vie. Le bon roi Henri était un légume de base dans les jardins anglais depuis des siècles, cultivé dans les potagers des cottages, consommé par tous, des paysans à la royauté, et considéré comme absolument essentiel. Puis les épinards sont apparus, et on les a presque oubliés du jour au lendemain. Le Blitum bonus henricus est parfois appelé épinard vivace, et c'est essentiellement ce qu'il est. Les feuilles ont une saveur riche, légèrement terreuse, semblable à celle des épinards ou des blettes, et elles peuvent être récoltées en continu tout au long de la saison de croissance. Les jeunes feuilles se marient bien avec les salades. Les feuilles plus âgées sont meilleures cuites. Les jeunes pousses florales printanières sont traitées comme des asperges. Voici l'avantage par rapport aux vrais épinards. Il revient chaque année. On ne le replante pas. Vous ne le ménagerez pas. Elle tolère la mi-ombre, pousse dans un sol ordinaire et, une fois bien implantée, elle continue simplement à produire. Une seule plante peut vous donner des récoltes pendant 10 ans, voire plus. Le bon roi Henri est tombé en désuétude, en partie parce que l'épinard annuel s'implante plus rapidement
et est plus facile à standardiser pour les producteurs commerciaux. Mais pour quiconque raisonne en termes de potager permanent plutôt que de plate-bande de légumes annuels, la comparaison n'est même pas pertinente. C'est cette plante qui a nourri l'Angleterre pendant des siècles. Puis, elle a été remplacée par quelque chose qu'il faut replanter chaque année. Nous avons fait le mauvais choix. Numéro 8, le catuc, Sauropus androgynus, le superaliment tropical qui repousse de lui-même. Si vous vivez dans une région au climat chaud et que vous recherchez le légume-feuille le plus productif au monde, la conversation commence et se termine avec le catuc. Le Sauropus androgynus est un arbuste originaire d'Asie du Sud-Est qui produit des feuilles si rapidement après la coupe que les cultivateurs expérimentés le décrivent presque comme une machine alimentaire vivante. Récoltez les extrémités et en une semaine, de nouvelles pousses auront déjà remplacé ce que vous avez prélevé. Répétez indéfiniment. Dans les climats tropicaux et subtropicaux, le catuc peut produire des légumes verts frais pendant 12 mois de l'année. La saveur est vraiment agréable, douce, légèrement noisettée, avec un soupçon de pois. Les jeunes feuilles et les extrémités des pousses se consomment crues en salade ou légèrement cuites. Cette plante est également impressionnante sur le plan nutritionnel, riche en protéines pour un légume-feuille et riche en vitamines. Le catuc se développe sous forme d'arbuste à plusieurs tiges pouvant atteindre 1,5 m de hauteur. Elle prospère dans la chaleur et l'humidité, tolère la mi-ombre et, une fois établie, pousse avec une vigueur remarquable. Récoltez régulièrement les extrémités des tiges et la plante restera touffue et productive, au lieu de devenir haute et dégarnie. Le catuc a été ignoré par la culture culinaire occidentale, tout simplement parce qu'il s'agit d'une plante tropicale, et que l'agriculture occidentale se concentrait sur les cultures tempérées. Mais pour toute personne se trouvant dans les zones USDA 9 et supérieures, ou pour toute personne disposée à le cultiver en serre, le catuc pourrait bien être le légume-feuille le plus productif qu'il soit possible de cultiver. C'est cette plante sur laquelle les communautés tropicales comptent depuis des générations, précisément parce qu'elle ne cesse jamais de donner. Numéro 9, l'épinard de Tahiti, Xanthosoma brasiliens, feuilles géantes, récolte géante. L'épinard de Tahiti prend tout ce que vous pensez savoir sur la quantité de produits qu'une plante à feuilles vertes peut offrir et le double. Xanthosoma brasiliens développe d'énormes feuilles, pouvant atteindre 60 cm de diamètre sur des plantes qui peuvent atteindre 1,20 à 1,50 de hauteur. Et toute la partie aérienne est comestible, en continu. Les jeunes feuilles ont un goût doux et légèrement terreux, excellentes cuites comme des épinards ou des blettes. Sous les climats tropicaux, cette plante ne s'arrête tout simplement pas. Vous récoltez, ça repousse. Récoltez à nouveau, elle repoussera. C'est une plante conçue pour l'abondance. Là où un plant d'épinards vous donnerait une poignée de feuilles avant de monter en graines et de mourir, l'épinard de Tahiti vous en offre des brassées, année après année, sans qu'il soit nécessaire de le replanter. La plante se propage également par des cormes souterraines, étendant lentement son emprise au fil du temps et vous offrant la possibilité de récolter les racines farineuses, semblables à des pommes de terre, en plus des feuilles. L'épinard de Tahiti a été négligé dans la culture culinaire des régions tempérées, car il est authentiquement tropical. Il ne résiste pas au gel. Mais pour les producteurs des régions chaudes, ou pour toute personne possédant une serre, il s'agit du légume-feuille qui produit à une échelle inégalée. Si vous voulez comprendre à quoi ressemble réellement l'abondance alimentaire, cultivez des épinards de Tahiti pendant une saison. Vous ne regarderez plus jamais les légumes à feuilles vertes de la même façon. Numéro 10. Chou marin, Crambe maritima. La plante entière est comestible. Le chou marin est une de ces rares plantes dont presque toutes les parties sont comestibles, et toutes sont délicieuses. Crambe maritima est une plante vivace robuste, originaire des côtes européennes.
Les jeunes pousses blanchies au printemps sont traitées comme des asperges blanches, tendres, légèrement noisettées. Un vrai délice. Les feuilles les plus anciennes se cuisinent comme le chou frisé ou le chou. Les jeunes pousses florales se consomment comme des brocolis. Même les graines ont été utilisées. Une seule plante, de multiples récoltes sur une longue saison, et elle revient chaque année, devenant plus grande et plus productive à mesure que sa racine pivotante profonde s'établit. Le chou marin mature est un important producteur alimentaire, d'une générosité constante, printemps après printemps, ne nécessitant qu'une intervention minimale. Cette plante supporte mieux les sols sableux pauvres et les conditions côtières que presque tous les autres légumes. Elle résiste au froid intense, n'a pas besoin de beaucoup d'engrais et, une fois établie, se maintient pratiquement toute seule. Le chou marin a disparu des jardins potagers lorsque la culture alimentaire s'est orientée vers une gamme restreinte de légumes standardisés. Les Anglais de l'époque victorienne l'adoraient. Les communautés côtières médiévales en dépendaient. Puis le système alimentaire s'est rétréci et le chou marin est passé entre les mailles du filet. Pour le jardinier amateur de légumes, il a toute sa place dans chaque plantation sérieuse. C'est une plante qui offre quelque chose pour chaque saison et qui ne vous demande jamais de tout recommencer. Si vous trouvez cela utile et que vous commencez à voir à quel point les connaissances en matière de culture alimentaire étaient pourtant évidentes, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui sont prêtes à arrêter de tout replanter à partir de zéro chaque année. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui pensent en années et en décennies, et non pas seulement une saison de jardinage à la fois. Continuons, car nous arrivons tout juste au plus incroyable. Numéro 11. L'oca, Oxalis tuberosa. Tubercule coloré, aucun effort requis. L'oca est l'un des plus beaux légumes que vous puissiez cultiver et l'un des plus sous-estimés. L'Oxalis tuberosa produit des tubercules brillants et cireux dans des tons de rouge, d'orange, de jaune et de rose. Visuellement époustouflantes lorsqu'on les arrache du sol en automne. Sa saveur est acidulée et légèrement citronnée lorsqu'elle est fraîche, s'adoucissant pour devenir plus proche de celle d'une pomme de terre à chair ferme après quelques jours de séchage au soleil. Vous pouvez les rôtir, les faire bouillir, les manger crus ou les faire fermenter à la manière traditionnelle andine. L'oca est une culture vivrière de base dans les Andes depuis des milliers d'années, juste après la pomme de terre. Et comme la pomme de terre, chaque plant peut donner une généreuse récolte de tubercules. Contrairement à la pomme de terre, l'oca est beaucoup plus résistante aux ravageurs et aux maladies courantes, et la plante entière, feuilles, tiges, tubercules, est comestible. La replantation est simple. Il suffit de laisser quelques tubercules en terre, ou d'en mettre de côté quelques-uns de la récolte. Ils se reproduisent d'eux-mêmes par nature. L'oca a été ignorée par l'industrie alimentaire occidentale car elle ne se conserve ni ne se transporte aussi bien que la pomme de terre, et sa saveur est trop particulière pour être standardisée. Mais pour le cultivateur amateur, tout cela est totalement hors de propos. Vous le cultivez, vous le récoltez, vous le mangez frais, et il produit chaque année de beaux aliments nutritifs. C'est le trésor andin que l'agriculture moderne a troqué contre la commodité de la pomme de terre. Numéro 12. La baie de Goumi. Elaeagnus multiflora. La baie qui améliore tout votre jardin. La plupart des plantes puisent simplement dans le sol. La baie Goumi est un bienfait pour vous. Elaeagnus multiflora est un arbuste fixateur d'azote, ce qui signifie que ses racines abritent des bactéries qui absorbe l'azote de l'air et le dépose dans le sol. Chaque année, elle grandit, améliorant le sol environnant et rendant les plantes voisines plus productives. Et pendant tout ce travail invisible sous terre, elle produit aussi d'abondantes récoltes,
De petites baies rouge vif au goût aigre-doux, rappelant celui des cerises et des canneberges. Les baies mûrissent au début de l'été et peuvent être consommées fraîches, séchées, transformées en confiture ou pressées pour en faire du jus. Cet arbuste est rustique, tolérant à la sécheresse une fois établi, et productif même dans un sol pauvre, se comportant même mieux dans des conditions allégées que dans un sol trop riche. Un arbuste d'eucalyptus adulte peut produire des kilos de baies par saison, de manière fiable, année après année. Et en vieillissant, elle améliore même son environnement, ce que presque aucune autre plante alimentaire ne peut revendiquer. Le goumi a été négligé dans la culture culinaire occidentale, en partie parce que ses baies sont peu connues, et en partie parce que la plante ne correspond pas à la conception traditionnelle des vergers. Mais pour quiconque conçoit une forêt comestible ou un système alimentaire pérenne, le goumi n'est pas seulement un producteur de fruits, c'est un partenaire. Elle vous nourrit, et elle nourrit votre sol. C'est la plante qui mérite sa place en remplissant deux fonctions à la fois. Numéro 13. Yacon, Smalanthus sonchifolius, plante souterraine douce et prête à se multiplier. Le yacon est peut-être le légume racine le plus surprenant que vous n'ayez jamais goûté. Le Smalanthus sonchifolius produit de gros tubercules riches en eau et naturellement sucrés, non pas grâce à l'amidon comme la pomme de terre, mais grâce aux fructo-oligosaccharides, un type de sucre que le corps humain ne peut pas entièrement digérer, ce qui signifie que la douceur atteint le palais sans faire augmenter significativement la glycémie. Les communautés andines traditionnelles l'utilisent depuis des siècles comme une friandise pour les personnes souffrant de troubles métaboliques. Son goût se situe entre celui d'une pomme et celui d'une pastèque. Croquant, juteux, rafraîchissant, légèrement sucré. On peut les manger crus, coupés en tranches comme une pomme, les faire cuire en sirop, ils sont extraordinaires. Et voici ce qui rend le yacon si particulier du point de vue de sa production. L'usine produit deux types de stockage souterrain. Les gros tubercules comestibles constituent votre récolte, mais la plante produit également de plus petites racines de propagation, de petites couronnes noueuses que vous replantez pour la récolte de l'année suivante. La plante produit littéralement ses propres graines. Une seule plante devient une source de nourriture permanente sans aucun apport extérieur. Le yacon a été ignoré en Occident car il se transporte mal et sa saveur ne correspond à aucune catégorie familière, ce qui a rendu impossible sa commercialisation conventionnelle. Mais une fois qu'on y a goûté, on comprend pourquoi les communautés andines n'ont jamais cessé de le cultiver. C'est le légume racine qui vous nourrit aujourd'hui et se régénère pour demain. Numéro 14. Chèvrefeuille bleue, Lonicera caerulea, le premier fruit de l'année. Dans un verger, le timing est primordial, et le honeyberry remporte la bataille du timing avec plusieurs semaines d'avance. Le Lonicera caerulea, également appelé ascap, est un arbuste rustique qui produit des myrtilles oblongues mûrissant plus tôt que tout autre fruit frais dans les climats tempérés. On parle du milieu ou de la fin du printemps, des semaines avant les fraises, des mois avant la plupart des autres baies. Alors que le jardin s'éveille à peine, le chèvrefeuille est déjà en pleine floraison. Leur saveur est complexe, quelque part entre la myrtille et le cassis, avec une agréable acidité qui les rend exceptionnels en confiture, en tarte, en smoothie ou tout simplement cueillis sur le buisson. Les oiseaux le savent aussi, alors récoltez sans tarder. Les arbustes à chèvrefeuille sont extraordinairement résistants au froid, survivant à des températures descendant jusqu'à 40 degrés F, ce qui les rend adaptés au climat où la plupart des cultures fruitières peinent à survivre. Certaines variétés sont auto-fertiles, mais la plantation de deux variétés améliore considérablement le rendement. Une fois établies, elles produisent de manière fiable pendant des décennies. Le chèvrefeuille a été négligé par la culture culinaire dominante, car ses baies sont méconnues de la plupart des consommateurs occidentaux,
et leur saveur met un certain temps à se mettre en place. L'industrie agroalimentaire privilégie les produits que les gens connaissent déjà. Mais pour le cultivateur amateur, la méconnaissance n'a aucune importance. L'important, c'est que dès sa maturité, votre arbuste de chèvrefeuille comble le vide le plus frustrant du calendrier des récoltes. Cette longue période creuse du début du printemps où rien d'autre n'est prêt. C'est le fruit qui comble la faim avant même que quoi que ce soit d'autre ne se réveille. Numéro 15, argousier, Hippophae rhamnoide. Des rendements incroyables dans des conditions impossibles. Si vous voulez comprendre à quoi ressemble une production alimentaire maximale d'un arbuste, plantez de l'argousier et prenez du recul. Le Hippophae rhamnoide produit des grappes denses, de baies orange vifs qui couvrent chaque branche si abondamment que l'arbuste peut à peine les contenir. On parle de plusieurs kilos par plante, voire plus, et ce, dans des conditions qui tueraient la plupart des plantes alimentaires. Sol pauvre, rocailleux et sec, vent côtier, froid important. Plus le sol est pauvre, moins il y a de concurrence, et l'argousier s'en sort sans broncher. Ces baies sont extrêmement acidulées, trop acides pour que la plupart des gens les consomment crues, mais pressées en jus ou combinées avec un édulcorant, elles constituent un produit nutritionnellement extraordinaire. Ce jus est utilisé dans la médecine traditionnelle tibétaine, russe et chinoise, et est extraordinairement riche en vitamines, en antioxydants et en acides gras oméga rares. L'huile extraite des baies et des graines a été utilisée par les cosmonautes russes dans l'espace. L'argousier fixe également l'azote, comme le goumi, améliorant ainsi le sol qui l'entoure au fur et à mesure de sa croissance. L'argousier a été oublié dans la culture culinaire occidentale, car ses baies sont difficiles à récolter. Les épines sont acérées, et les baies s'écrasent facilement. Et parce que son acidité extrême ne correspond pas au palais moderne qui s'attendent à de la douceur. Mais pour le jardinier amateur prêt à travailler avec cette plante, l'argousier offre une abondance alimentaire que presque rien d'autre ne peut égaler. C'est la plante qui prospère là où rien d'autre ne pousse et qui vous récompense par une avalanche de nutriments pour vos efforts. Numéro 16. L'oignon qui marche, Allium X proliferum. L'oignon qui se plante tout seul. Nous entrons désormais résolument dans le domaine du véritablement remarquable, et rien sur cette liste ne capture aussi bien le génie des systèmes alimentaires pérennes que l'oignon ambulant. Allium X proliferum développe de petits groupes de bulbilles au sommet de chaque tige florale, là où la plupart des oignons produiraient des graines. Lorsque ces bulbilles deviennent suffisamment lourdes, la tige se courbe et les dépose sur le sol, à une trentaine ou une soixantaine de centimètres de la plante mère, où elle s'enracine et se développe. L'année suivante, ces nouvelles plantes produisent davantage de bulbilles, qui se propagent plus loin. L'année suivante, encore plus loin. Livrée à elle-même, l'oignon ambulant se déplace littéralement tout seul dans votre jardin, étendant son territoire indéfiniment. Toutes les parties de la plante sont comestibles. Les fanes vertes, les bulbilles, les petits bulbes souterrains, et elle produit quelque chose à récolter en chaque saison. Il n'est jamais nécessaire de le replanter. Il n'a jamais besoin d'être gardé. Elle se propage continuellement. C'est l'oignon que les jardiniers de l'Antiquité cultivaient, car ils avaient compris quelque chose que les acheteurs de semences modernes ont oublié. Une plante qui se reproduit d'elle-même vaut plus qu'une plante qui produit mieux. L'oignon vivace a disparu, car l'industrie agroalimentaire commerciale avait besoin de cultures annuelles standardisées dont elle pouvait vendre les semences chaque année. Une plante qui se multiplie indéfiniment ne génère aucune vente de graines supplémentaires. Mais pour quiconque aménage un potager permanent, l'oignon vivace n'est pas qu'une simple culture. C'est une machine alimentaire vivante et mobile qui se développe d'elle-même sans que vous ayez à intervenir. Plantez-les une fois, vous mangerez des oignons pour toujours. Numéro 17. L'Hypocaeris radicata.
la mauvaise herbe comestible qui se cache dans toutes les pelouses. Voici une plante contre laquelle la plupart des gens ont déclaré la guerre sans se rendre compte qu'ils essayaient de détruire leur propre nourriture. L'aiguille-chat ressemble presque trait pour trait au pissenlit. Rosette de feuilles dentelées, fleurs composées jaunes, tiges creuses. La plupart des gens l'arrachent, l'aspergent, la tondent et la maudissent. Mais l'Hypocaeris radicata est comestible dans son intégralité. Sa production est continue et sa distribution mondiale. Partout où l'homme a remué le sol, la prêle des champs s'est installée. Les jeunes feuilles sont à privilégier, suffisamment douces pour être consommées crues en salade, légèrement amères d'une manière agréable, rappelant l'endive. Les feuilles plus âgées sont meilleures cuites. Les racines sont comestibles grillées. Les fleurs sont comestibles. Et comme il s'agit d'une plante vivace à racines pivotantes, elle repousse après chaque tonte, chaque récolte, chaque perturbation. Elle se régénère continuellement à partir d'un système racinaire en expansion, sans aucun effort humain. L'aiguille des chats a été oubliée comme aliment simplement parce qu'elle a été classée comme mauvaise herbe. Et une fois qu'une chose est considérée comme une mauvaise herbe, les gens cessent de la voir comme une ressource. Mais avant les pelouses, avant les herbicides, avant l'idée moderne que les jardins sont des endroits bien rangés, les gens ramassaient des cailles sauvages tout naturellement. Pour quiconque œuvre à la sécurité alimentaire, une plante qui pousse partout, ne coûte rien, ne nécessite rien et repousse constamment n'est pas une mauvaise herbe. C'est une question d'infrastructure. Numéro 18. L'ail sauvage, Allium vineale. L'ail qui se multiplie à l'infini. L'ail sauvage ne se contente pas de produire de l'ail, il en produit encore plus, et ainsi de suite. L'Allium vineale produit des bulbes souterrains ressemblant à de petites gousses d'ail au goût intense, ainsi que des bulbilles aériennes au sommet de ses tiges florales. Les bulbes souterrains et les bulbilles aériennes peuvent tous deux donner naissance à de nouvelles plantes, ce qui signifie que cette plante se multiplie simultanément de bas en haut et de haut en bas. Laissée à elle-même dans un endroit approprié, et elle s'adapte à la plupart des climats tempérés, l'ail sauvage se propage rapidement et forme au fil du temps des colonies denses et productives. Les feuilles sont comestibles et ont un fort goût d'ail. Les bulbes sont comestibles. Les bulbilles sont comestibles. Les fleurs sont comestibles. C'est de l'ail sous toutes ses formes, disponible en continu du début du printemps à la fin de l'été, se régénérant et se développant sans aucune intervention de votre part. Son goût est celui de l'ail authentique, plus prononcé et plus piquant que les variétés cultivées, ce que certaines personnes préfèrent. Utilisez les feuilles vertes partout où vous utiliseriez de l'ail ou de la ciboulette. Utilisez les bulbes partout où vous utiliseriez des gousses d'ail. L'ail sauvage était considéré comme une mauvaise herbe par ceux qui cultivaient déjà de l'ail dans leur jardin. Mais l'ail cultivé nécessite une plantation annuelle, un séchage soigneux et un stockage approprié. L'ail sauvage ne demande rien et vous en fournit à perpétuité. Une fois établie, une colonie d'ail sauvage constitue essentiellement une réserve d'ail permanente qui se développe à son propre rythme. Numéro 19. Le cresson, Nasturtium officinale. La plante aquatique vivace qui ne s'épuise jamais. Le cresson est peut-être la plante alimentaire qui pousse le plus vite sur Terre par rapport à sa taille, et il nourrit les humains depuis des milliers d'années dans toutes les cultures qui avaient accès à de l'eau courante propre. Nasturtium officinale est une plante aquatique vivace qui pousse dans les ruisseaux, le long des berges des cours d'eau, dans les étangs peu profonds et dans tout sol constamment humide. Dans des conditions idéales, eau propre, fraîche et en mouvement, elle pousse à une vitesse extraordinaire, formant des tapis denses de verdure poivrée et nutritive qui peuvent être récoltés en continu sans jamais diminuer la plante. Coupez-en un peu, et en quelques jours,
ce que vous avez pris aura déjà été remplacé. La saveur est vive, poivrée et résolument rafraîchissante. Excellent cru en salade, mixé dans les soupes ou utilisé comme garniture. Sur le plan nutritionnel, c'est impressionnant. Très riche en vitamines et minéraux pour un aliment qui pousse dans les hauts. Il n'est pas nécessaire d'avoir un cours d'eau pour faire pousser du cresson. Un grand récipient rempli de terre constamment humide, un bassin de jardin ou tout autre endroit bas et perpétuellement humide feront l'affaire. Une fois implantée, la cressonnette se gère essentiellement d'elle-même, se propageant, repoussant et produisant sans intervention. Le cresson a été marginalisé dans l'alimentation courante lorsque le transport réfrigéré a facilité l'expédition des salades provenant des grandes exploitations agricoles commerciales. Mais rien de ce qui est cultivé en sachet dans une usine ne peut rivaliser avec le cresson fraîchement coupé, cueilli quelques minutes avant d'arriver dans votre assiette. Il s'agit d'un système alimentaire aquatique qui fonctionne de manière autonome tant qu'on lui fournit de l'eau. Numéro 20. L'olivier de Bohême, Elaeagnus umbellata, la plante alimentaire oubliée la plus productive de la planète. Et nous voici donc au numéro 20, celle que j'ai gardée pour la fin car elle représente tout ce dont nous avons parlé, poussé à l'extrême. L'olivier d'automne est, à presque tous les égards, l'une des plantes alimentaires les plus productives que l'on puisse cultiver sous un climat tempéré. Un arbuste mature d'Elaeagnus umbellata peut produire des quantités vraiment impressionnantes de petites baies rouges vifs. On parle de plusieurs livres par arbuste, potentiellement plusieurs livres chaque automne pour une plante qui ne vous coûte presque rien en entretien. Voici la première chose remarquable. Ces baies contiennent plus de lycopène, le composé antioxydant associé à une réduction du risque de cancer, que les tomates, plus que les tomates, ce fruit pour lequel on plante des plates-bandes entières, qu'on replante chaque année, qu'on tuteur, qu'on cage, qu'on arrose, qu'on fertilise et dont on s'occupe avec tant de soin. L'olivier d'automne les surpasse en teneur en lycopène, car il s'agit d'un arbuste sauvage que l'on plante une fois et que l'on oublie presque aussitôt. Voici le deuxième point remarquable. Tout comme la baie de Goumi, l'olivier d'automne fixe l'azote. Cela permet d'améliorer la fertilité des sols tout en produisant des aliments. Chaque année, sa croissance rend la terre environnante plus productive pour toutes les autres plantes voisines. Voici le troisième point remarquable. Il pousse dans des sols pauvres, résiste à la sécheresse, tolère la négligence et s'établit rapidement même dans des conditions où d'autres arbustes fruitiers peinent à survivre.